L'Institution nationale indépendante des droits humains a bouclé ce mercredi les travaux de la 3e session ordinaire de son assemblée plénière. À cette occasion, l'INIDH a fait la situation des droits de l'homme en lien avec l'actualité nationale. Le site central de la Commission électorale nationale indépendante est désormais opérationnel. C'est le chef service administration du dit site qui l'a dit lors d'une visite guidée. Omar Condé sera là pour plus de détails. C'est tout pour le sommaire, à tout de suite pour les détails. Heureuse de vous retrouver, aimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante renforce ses capacités techniques avant la phase active du processus électoral en cours. La CENI vient d'équiper son site central des appareils de dernière génération, selon le chef service administration de ce site de 5 compartiments. Omar Condé nous commente ces images de nos confrères de la RTG. Suivez. C'est une visite guidée que le président du comité de pilotage des opérations de révision des listes électorales a effectuée sur le site central de la CENI. Un centre qui va s'occuper du traitement des informations électorales. Visiblement, le local n'attend que son opérationnalisation. L'objet de cette visite, ça a permis de montrer que la CENI, techniquement, est fin prête en tout cas. Nous disposons aujourd'hui d'un ensemble de 12 serveurs, s'il vous plaît. Des serveurs qui sont d'une puissance incroyable, qui nous permettent vraiment de traiter l'ensemble des électeurs guinéens aujourd'hui dans un temps assez record. Ce site central de la Commission électorale nationale indépendante dispose de 5 compartiments, tous équipés, à savoir: nous avons la salle des impressions, nous avons la salle des serveurs, nous avons la salle de déduplication ABIS et nous avons la salle de tri de conditionnement et la salle de correction des données alphanumériques. La salle de déduplication ABIS est la salle que nous avons mis en place pour pouvoir faire l'adjudication des doublons. Parlant du logiciel, le chef service administration du site central de la CENI le qualifie de dernière génération. C'est un logiciel vraiment de dernière génération. C'est le logiciel qui permet de prendre en compte non seulement le traitement des empreintes, mais aussi le traitement du facial, c'est-à-dire quand on dit facial, que ce soit le visage en fait. Et ce logiciel aussi permet de faire la correction des données alphanumériques, c'est-à-dire les différentes erreurs qui peuvent se glisser au niveau du nom des personnes, des prénoms ou bien sur les lieux de naissance ou sur leur filiation. Ce responsable du site déclare qu'à ce jour, le local est opérationnel. Quant au serveur, il annonce encore de la nouveauté. Nous avons 3 serveurs Oracle. Il y a 2 serveurs Oracle qui fonctionnent en système mirroring, c'est-à-dire qui fonctionnent en même temps. Au cas où un tombe en panne ou bien un crash, il y a un qui prend la relève. Aujourd'hui, le système est complètement installé. Il ne reste plus que la phase de test pour pouvoir homologuer tout ça et commencer à suivre maintenant les opérateurs sur le terrain pour un meilleur rendu du service. La commémoration des événements douloureux du 28 septembre 2009 se fera désormais le 27 septembre. Ce décalage chronologique vise à éviter une coïncidence, celle qu'il y a eu depuis 10 ans avec les festivités liées à la commémoration du 28 septembre 1958, date du référendum qui a abouti à l'accession de la Guinée à son indépendance. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi par la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Les conférenciers du jour en ont profité pour demander une indemnisation provisoire pour les victimes de ces massacres en attendant l'ouverture d'un procès sur ce dossier. On se le balai pour le reportage. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale attend impatiemment l'ouverture d'un procès sur les événements du 28 septembre 2009. Mais ses membres se fixent préalablement des priorités. Il y a eu beaucoup de morts. Vraiment, on demande la justice. Il y a beaucoup de victimes qui souffrent.
Jusqu'à présent, ils n'ont rien, même de quoi manger. Il y a des enfants des victimes qui sont vraiment décédés au stade. Il y a des victimes malades, il y a des victimes qui ont les jambes amputées, il y a des victimes qui ont les balles dans leur corps, il y a des femmes qui ont le sida, il y a des enfants orphelins. Donc nous voulons vraiment, avant le procès, que le gouvernement guinéen débloque un montant important afin d'accorder une indemnité provisoire aux victimes des massacres du 28 septembre. Le 28 septembre étant la date commémorative du référendum de l'indépendance guinéenne, mais également des événements douloureux de 2009, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale se veut responsable dans sa démarche. Désormais, le 28 septembre 2009 est célébré avant la date officielle, une manière pour ses membres d'éviter la coïncidence des deux événements. Nous, on a voulu anticiper la commémoration des massacres du 28 septembre pour ne pas ternir la fête nationale le 28 septembre. Vous savez, le 28 septembre 1958, la Guinée a dit non à la France. Donc on ne veut pas vraiment, depuis 3 ans, 4 ans, les massacres du 28 septembre, nous commémorons 3 jours avant, et pour que nous puissions tous ensemble, dans la convivialité, fêter le 28 septembre et le 2 octobre, qui marquent l'indépendance de la République de Guinée. Après le massacre du 28 septembre 2009, les 3 leaders, à savoir Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Jean-Marie Doré, ont reçu chacun 2 milliards de francs guinéens selon les informations. Beaucoup disent que ces montants étaient destinés à toutes les victimes. Le président de la CGCPI a apporté des précisions sur cette question. Quand il y a eu les massacres, vous savez, ces 3 anciens premiers ministres, c'est-à-dire M. Sidya Touré, M. Cellou Dalein Diallo et Jean-Marie Doré, chacun a reçu 2 milliards, mais c'est à titre personnel. C'est pourquoi, si on a accordé à 3 personnes 2 milliards chacune, rien n'empêche au gouvernement guinéen de débloquer encore de l'argent pour donner aux victimes du 28 septembre. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a tenu cette conférence de presse en lien avec l'indice des massacres du 28 septembre 2009. Autre commémoration, c'est celle du 25 septembre 1981, date de la disparition physique de Diallo Telli, premier président de l'Assemblée nationale guinéenne. Diallo Telli est décédé 2 ans avant Sékou Touré, dont il fut un des compagnons de lutte pour l'indépendance nationale. C'est le mouvement Sékou Touriste qui a pensé à cette commémoration. Mamadou Tanouba et Abdoulaye Keïta. Reportage. Le mouvement Sékou Touréiste a commémoré la date anniversaire de la mort de Saïfoulaye Diallo, premier président de l'Assemblée nationale guinéenne. Né en 1923 dans Diari-à-Labé, Saïfoulaye Diallo est l'un des artisans majeurs de l'indépendance guinéenne aux côtés de feu Ahmed Sékou Touré. Après avoir occupé différents ministères dont celui des Finances, Saïfoulaye Diallo a rendu l'âme en 1981. La commémoration de cette date a été marquée par une lecture du Saint-Coran suivie de prières et bénédictions à la mosquée Faisal et au mausolée national. Nous sommes à la grande mosquée Faisal ce matin. C'est pour le commémorer, c'est pour le célébrer, c'est pour penser à tout ce qu'il a fait pour ce pays. C'est une journée de méditation, je vais dire, journée de prière. Je profite de cette occasion de demander humblement à tous les Guinéens, à tout le peuple de Guinée, de se donner la main, de cultiver l'amour, de cultiver la paix, de cultiver l'amour de son prochain. Parce que ces hommes, c'est ce qu'ils ont cultivé. Elhadj Mfali Sangaré, ancien ambassadeur, a travaillé avec Feu Saïfoulaye Diallo. Il est l'un des rares témoins et acteurs vivants de l'indépendance guinéenne. Dieu a voulu que ce soit moi qui soit là aujourd'hui, parmi tous ceux qui ont été témoins et acteurs de cette époque. Je remercie Dieu et je prie Dieu que Dieu fasse que le sacrifice qu'ils ont consenti pour ce pays, que ce sacrifice ne soit pas vain. Et je prie Dieu pour que la jeunesse d'aujourd'hui, vous qui êtes là devant moi, que vous compreniez que ce qui est le plus important, c'est la Guinée. Ce n'est pas votre nom de famille, ce n'est pas votre région.
C'est par devoir moral de reconnaissance que le mouvement Sékou Touréiste a organisé la 2e édition de cette commémoration. Nous les jeunes, nous avons un devoir envers eux, bien que ne les ayant pas connus physiquement, mais à travers leurs œuvres, nous avons l'obligation de les reconnaître à travers ce qu'ils ont fait. Le camarade Saïfoulaye Diallo n'est pas un de moins de ceux qui se sont battus pour que notre pays soit aujourd'hui un pays complètement indépendant. Après les prières faites sur la tombe de Saïfoulaye Diallo, les personnalités présentes se sont recueillies au mausolée national. Clôture ce mercredi de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Devant le ministre de la Justice qui a présenté le chef de l'État à la cérémonie de clôture, l'INIDH a fait la situation des droits de l'homme en lien avec l'actualité nationale. Suivez les explications d'Alpha Ibrahima Touré. Absent lors de l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière 2019 de l'Institution nationale indépendante des droits humains, le ministre conseiller du président Alpha Condé, chargé des relations avec les institutions républicaines, a pris part à la cérémonie de clôture de la dite session. Compte tenu du couronnement satisfaisant des activités réalisées durant votre session, permettez-moi de vous adresser au nom de M. le Président de la République mes vives félicitations et tous mes encouragements à persévérer dans cette voie. Pour ma part, je promets de m'engager pleinement auprès de l'exécutif pour la consolidation de vos acquis afin d'atteindre les objectifs assignés à votre institution en ce qui a trait à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Guinée. Dans son discours de clôture, le président de l'INIDH a mis un accent particulier sur la création du réseau des journalistes pour la promotion des droits de l'homme. Pour Ali Adjabi, ce réseau est porteur d'espoir. À l'issue de la 3e session plénière de l'année en cours, un réseau de journalistes pour les droits de l'homme a été créé. Il est porteur d'espoir. Les différentes commissions ont travaillé conformément au Caneva et ont produit des rapports. Un rapport synthèse sera établi. Ce rapport constituera la base des propositions et recommandations de notre institution dans le cadre du dialogue national. Ali Adjabi s'est ensuite prononcé sur l'actualité en lien avec les droits de l'homme. L'actualité en matière de droits de l'homme reste dominée par la promotion et la protection de l'environnement au sein de l'Organisation des Nations Unies et ses États membres. Il convient d'interpeller les autorités de niveau national à redoubler d'efforts pour assurer aux populations un environnement sain, salubre et durable. La particularité de cette 3e session ordinaire de l'Assemblée plénière de l'INIDH était la mise en place du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, ont indiqué les commissaires de cette institution. Sur le continent, en Algérie, le verdict est tombé la nuit dernière. Saïd Bouteflika est condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire d'Alger. Le frère et conseiller de l'ancien président algérien était jugé pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot. Suivez. Sur ces images de la télévision algérienne, Saïd Bouteflika est escorté par des policiers. Devant le tribunal militaire de Blida au sud d'Alger, le frère de l'ancien président algérien est accompagné de 2 anciens chefs du renseignement, le général Mohamed Mediane dit Toufik et son successeur, Atman Tartag. Les 3 hommes sont alors incarcérés, inculpés pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Un procès sans précédent s'ouvre donc. Il fait suite à une vague d'arrestations massives dans l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, contraint à la démission au mois d'avril après des mois de contestation. Au lendemain de la déclaration du chef d'état-major de l'armée demandant publiquement son départ, Saïd Bouteflika et les 2 ex-patrons du renseignement, ainsi que Louisa Hanoun, chef du Parti des travailleurs algériens, sont accusés de comploter contre l'armée.
Des mois plus tard, le verdict tombe. Ils écopent de 15 ans de prison. Après l'AVC d'Abdelaziz Bouteflika en 2013, son frère cadet était resté discret. Homme de l'ombre, Saïd Bouteflika était néanmoins considéré comme le numéro 1 du régime. Donald Trump est-il sur le point d'être destitué? En tout cas, le président américain doit faire face à une enquête de destitution ouverte contre lui par la Chambre des représentants du Sénat, composée en majorité de démocrates. Le locataire de la Maison-Blanche est soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour que ce dernier mette en difficulté Joe Biden, son potentiel concurrent pour la présidentielle de 2020. Suivez. Coup de tonnerre mardi à Washington quand la présidente démocrate de la Chambre des représentants annonce l'ouverture d'une enquête en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump. Les actes du président Trump ont montré comment il a trahi son serment, notre sécurité nationale et l'intégrité de nos élections. Le président doit être tenu pour responsable. Personne n'est au-dessus de la loi. Donald Trump, soupçonné d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien pour mettre en difficulté son principal rival démocrate à la présidentielle de 2020, Joe Biden. Une conversation téléphonique signalée au mois d'août par un lanceur d'alerte, membre des services de renseignement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition des formations réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité sur Gangan TV. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Gangan TV, première télé privée de Guinée.